Que retient-on de l'animation en 2023? Est-ce le triste 100e anniversaire de Disney le père ou la précocité fulgurante de Netflix le cadet? Est-ce la japanimation qui se dévore elle-même ou les frontières stylistiques de celle-ci qui s'abaissent? Est-ce la technologie ou l'école traditionnelle? Tant de questions fascinantes, car on le sait, l'animation peut être tant innovante que vieillissante, tant indépendante que dévorante. Oui, car dans ce fabuleux monde de l'animation, des grandes puissances depuis décennies font loi, mais pour combien de temps encore? Une nouvelle ère est déjà là. L'un, si ce n'est le plus grand réalisateur de son temps, et même de tous les temps, vient de prendre sa retraite en signant son dernier film. Qui, bien que beau, on en a consacré une très bonne vidéo que je vous invite fortement à aller voir d'ailleurs, est aussi un peu amer, un peu en doute quant à l'avenir de son industrie, la japanimation. Et même si ça fait déjà un moment qu'il exprime publiquement et surtout très explicitement son inquiétude avec les problèmes de surproduction, de formation et de licence qu'on connaît bien à l'industrie de la japanimation, et il est d'ailleurs pas le seul, là, avec son départ après ce film, la mort d'Isao Takahata et le rachat du studio Ghibli par Nippon Television, on sent vraiment qu'une immense page vient de se tourner. Et dire qu'il y a 2 décennies à peine, Miyazaki gagnait l'Oscar du meilleur long métrage d'animation et donnait toutes ses lettres de noblesse à la japanimation à travers le monde. Cette année, il a sorti son dernier film qui a reçu un accueil critique assez tiède. Le studio de Ghibli, qui était avant porte-étendard, est en train de s'éteindre, d'agoniser dans l'indifférence générale. Le monde de l'animation va très vite. J'ai eu envie de faire une rétrospective absolument pas exhaustive de tout ce qui s'est passé dans le monde de l'animation cette dernière année, mais plutôt je dirais ces dernières années, mais on va essayer de se concentrer quand même sur 2023, et de tirer un petit bilan des enseignements, et aussi de déceler les trajectoires et de voir la future direction du monde de l'animation qui est en pleine mutation. Ce sera aussi l'occasion pour vous de découvrir plein de petites pépites, j'en suis sûr, que vous avez loupées cette année. Et je vais en profiter pour donner mon ballon d'or du film. Mais bon, ça je vais vous le dire tout de suite, c'est Spider-Man Into the Spider-Verse. Mais surtout de la série d'animation de l'année. Et de déjà commencer à vous hyper pour quelques productions qui s'avèrent très prometteuses. Pas Kung Fu Panda 4 par exemple. J'ai assez peur pour Kung Fu Panda 4. Commençons par un point général, la 3D stylisée est devenue la norme. On a eu Spider-Man Across the Spider-Verse cette année et ça a été une claque monumentale, notamment de par son style d'animation, cette 3D stylisée. Et par la suite, ça a enchaîné au niveau des productions Nimona, Tortue Ninja ou même des séries comme Blue Eye Samurai. Mais je vais pas m'attarder vraiment dessus parce que j'en ai consacré une vidéo de 30 minutes que je vous conseille fortement d'aller voir où je traite en profondeur le sujet. Mais ce que je peux dire là, c'est que même si cette nouvelle technique d'animation n'est pas totalement démocratisée au sein de l'industrie, c'est qu'une question de temps et je pense que l'année prochaine, on va vraiment passer un cap à ce niveau-là. Il y a déjà pas mal de productions qui sont en 3D stylisées. Mais je trouve que le plus intéressant, c'est si on met ça un petit peu en parallèle avec Disney. Disney fêtait son 100e anniversaire, et quel triste anniversaire. Et même si on connaît tous les problèmes politiques que connaît la firme de la souris aux grandes oreilles, pour moi c'est pas leur plus gros problème. Le vrai problème de Disney est beaucoup plus créatif selon moi. Et on a eu Wish qui est sorti cette année-là, qui devait à la base être de l'animation 2D traditionnelle. Le choix a été reconsidéré, certainement pour une question de budget, de planning, de charge de travail, pour justement une espèce de 3D stylisé qui, soyons honnêtes, fait assez pâle figure comparé aux autres productions qu'on a eues dans ce style cette année-là. Et c'est pour ça que je dis Disney, un triste anniversaire, parce que Disney, c'est quand même historiquement des pionniers niveau technique d'animation. Enfin, je veux dire, on anime selon les 12 principes de l'animation théorisés par Disney. Et là, les voir quand même assez en retard par rapport aux nouvelles techniques d'animation qui arrivent, ça veut quand même dire beaucoup. Ça veut quand même dire qu'on on passe une page, qu'on arrive vers une nouvelle ère. Et peut-être que Disney, bon, même si d'un point de vue économique, ça restera ce géant, mais peut-être que d'un point de vue créatif, c'est peut-être la fin. Même si on sait qu'ils arrivent très bien à se sortir des crises, mais là, ça me paraît quand même compliqué. Pixar fait quand même un peu plus de résistance parce que Elementary, qui est en animation 3D par ordinateur, je dirais classique Pixar, a quand même fait un bon score parce qu'il a bénéficié d'un très bon bouche à oreille, contrairement à Wish, mais ça n'a quand même pas été ce rendez-vous familial de l'année du nouveau Pixar, comme ça l'aurait été par exemple dans son prime, avec les Cars ou autres Ratatouille. Tout ça me fait dire qu'il y a quand même une perte d'intérêt de la part du public pour de la 3D, on va dire, classique Pixar Disney. Et ça m'amène à mon deuxième point, la 2D fait un incroyable comeback et c'est absolument pas quelque chose d'évident. L'animation 2D a été relayée au second plan, justement pendant l'âge d'or de l'animation 3D, l'âge d'or du studio Pixar, parce qu'en fait l'animation 2D ça comporte beaucoup d'inconvénients. C'est plus cher à produire, ça prend plus de temps et c'est beaucoup plus long à apprendre. Alors comment on peut expliquer ce comeback ?
Déjà, les plateformes de streaming font un bien fou. Les plateformes de streaming telles Netflix, Disney+, Amazon Prime ont besoin d'un vaste catalogue, donc ont besoin de beaucoup de production. Donc nécessairement, elles commandent beaucoup d'animés à beaucoup de studios différents, ce qui fait que les studios qui faisaient historiquement de l'animation traditionnelle ont plus de taf, tout simplement. Mais aussi parce que le format des anthologies revient à la mode, pour l'amour de Dieu, j'ai envie de dire, parce que ce format est juste incroyable. Et je dirais qu'en fait, ça revient avec une mentalité de plus sortir des productions, on va dire, plus artisanales, indépendantes, où la valeur, la proposition créative est plus mise à l'honneur. Et le format anthologique répond totalement aux attentes. Parce que c'est un format one-shot, donc le spectateur est beaucoup plus enclin à voir quelque chose qui se démarque, qui se différencie. Et donc avoir des styles d'animation très différents. Et franchement, quel bonheur. Moi, je kiffe le format anthologique. Netflix avait quand même commencé ça assez tôt avec Black Mirror. Mais depuis, on a eu I Love, Death and Robots. Du côté de l'animation chinoise, Capsule, un recueil de films, dont d'ailleurs Capsule 2 qui sort en 2024. Disney a sorti aussi sa propre série anthologique dans l'univers de Marvel, mais aussi dans l'univers de Star Wars avec Star Wars Vision 2. Et je trouve ça juste magique, tu peux découvrir plein de studios, plein de styles d'animation. Et du coup, ça favorise, ou plutôt ça remet en valeur l'animation 2D traditionnelle. Point numéro 3, l'animation française bosse encore très bien. Comme d'habitude avec l'animation française, on a une flopée de très bons longs métrages. Sirocco qui a eu le prix du public au Festival d'Annecy qui a l'air juste sublime, qu'il faut absolument que j'aille voir. Mais on a aussi eu Super Mario Bros du studio Illumination McGuff, le petit Nicolas, mais aussi des coproductions, Mon Ami Robot, etc. Mais l'animation française bosse encore très bien parce que je pense qu'elle a fait encore un pas de plus. Le studio La Cachette est clairement le MVP de l'année et est vraiment bien parti pour s'imposer dans le temps, tel un Ankama par exemple. Ils ont justement participé à la série anthologique Star Wars Vision 2. Ils ont aussi animé la nouvelle série de Genndy Tartakovsky. Et surtout, en cette fin d'année, en coproduction avec la Toei et la plateforme ADN justement, il y a eu le Collège Noir. Incroyable, le Collège Noir, qui adapte justement la BD Le Collège Noir, la BD du réalisateur de la série justement, et d'un des fondateurs du studio La Cachette, qui est une BD qui prend place en France, dans le Cantal plus précisément, et qui s'inspire vachement du folklore français. Et franchement, si vous êtes passé à côté du Collège Noir, rattrapez-vous. Il y a vraiment une grosse inspi film d'Amblin, style Spielberg, comme les Goonies, etc., ou Stand By Me, ou Stranger Things, ou Promise Neverland, pour des références un peu plus actuelles. Et dans l'animation, c'est génial. Même si c'est de l'animation limitée, parce que le budget reste quand même serré, c'est vraiment génial. Il y a une grosse inspi Pokémon, il y a une grosse inspi Crayon Shin-Chan, Medabots, etc., c'est vraiment cool. Et c'est aussi une excellente nouvelle pour l'animation française si on a beaucoup plus de facilité à créer des séries jeunesse comme ça, parce que c'est vrai que des séries animées jeunesse ou ados du genre 12-25 ans, il y en a quand même assez peu en France. Et c'est ce qu'ils disaient justement les réalisateurs de la série, donner un rendez-vous régulier dans l'animation française pour des jeunes adultes. C'est vraiment quelque chose qu'ils veulent voir changer et que nous aussi on veut voir changer. Ils ont bénéficié des aides françaises, et même si elles sont de plus en plus nombreuses, c'est quand même à souligner, ça reste quand même assez insuffisant. Heureusement qu'un studio comme la Toei a décidé de coproduire le projet, de s'allier sans changer toutefois la direction artistique ou les intentions. Et ça, c'est vraiment cool. Mais surtout, ADN est l'allié. ADN est clairement l'allié. Et c'est totalement en fait ce que je vous disais dans le point précédent, c'est que les plateformes de distribution se doivent en 2023 et maintenant en 2024 d'être aussi producteurs. Et ADN a ciblé le secteur de l'animation française pour notre plus grand bonheur. L'année dernière, on a quand même eu Lance Dure d'Ankama, un format assez court de 10 minutes qui est réalisé par Malek, un pur animateur de l'école web qui s'est fait connaître sur internet. Mais le plus intéressant, c'est ce qui reste à venir cette année-là. Il y a Dreamland, mais il y a aussi l'adaptation de Dead Cells avec les studios Bobby Pills. Et ADN va largement continuer sur sa lancée, donc ça annonce que du bon pour l'animation française. ADN, c'est vraiment l'allié. Mais côté animation française, on a aussi eu l'OAV dédié à Oropo, qui a été débloqué par la campagne de financement participatif d'Ankama, ce qui montre que le financement participatif est aussi la clé. Mars Express, le film de science-fiction de Jérémy Perrin, qui est vraiment vraiment cool, je suis allé le voir, a bénéficié des aides de région, mais a aussi bénéficié d'une campagne de financement participatif pour le documentaire / making of qui a pu être publié. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que Jérémy Perrin a eu beaucoup plus de facilité à financer son film, qui est quand même de la science-fiction française. Rendez-vous compte que depuis les films de René Laloux, de la science-fiction française en animation, mais qui en plus de ça est un film d'animation pour adultes. Et Jérémy Perrin a eu facilité à se faire financer, notamment de par son passif, et notamment sur Last Man, qui était une série animée pour adultes, qui a totalement cartonné, mais qui a réussi à exister grâce au financement participatif. Donc le financement participatif, c'est vraiment la clé.
Et vu qu'on est dans le sujet du financement participatif, ça tombe bien parce que Fragment, mon manga sur lequel je travaille depuis 1 an, sort. Et on est en pleine campagne de financement participatif. 6 auteurs, 6 one-shots, 400 pages, des interviews, des bonus, des podcasts. Le but c'est comme dans Mars Express, lire de très bonnes histoires, mais aussi rentrer dans les coulisses, dans les making-of, notamment pour les mangaka amateurs. Lien dans la description. 4e point, One Piece est éternel. Enfin, je pourrais dire, la Toei est éternelle. Cette année, les fans de One Piece, ils ont encore très bien mangé. Et j'aimerais me pencher sur les tenants et les aboutissants de la transformation de cette production et comment la Toei fait, parce que c'est juste fabuleux. De l'épisode 1072 à 1075, c'était vraiment le prime du divertissement, quoi. Bah déjà, on peut commencer par la base. Ce par quoi tous les autres points découlent, une gestion tout simplement beaucoup plus saine. Depuis l'arc Whole Cake Island, la Toei s'appuie sur son énorme vivier d'animateurs pour faire des roulements d'effectifs, ce qui est extrêmement sain, ce qui permet d'avoir une meilleure gestion des plannings. Et depuis l'arc Wano, c'est Tatsuya Nagamine qui est en charge de la production de One Piece. Et Tatsuya Nagamine, c'est un vétéran de guerre, quoi. C'est un expérimenté. Il avait déjà sauvé Dragon Ball Super, la fin de Dragon Ball Super plutôt, dans l'arc tournoi. Et c'est dans l'arc tournoi qu'on a eu les meilleurs épisodes, notamment le 131. Puis après, il a réalisé Dragon Ball Super Broly. Et avant ça, il avait réalisé One Piece Z et Senseiya Omega. Et maintenant, il est venu, entre guillemets, sauver One Piece, mais pas sauver One Piece, mais mettre One Piece encore plus haut. Et apparemment, sa gestion est juste excellente. Il arrive vraiment à faire ressortir le meilleur, toute la créativité de son staff, et notamment des jeunes talents qu'il n'hésite pas à mettre au devant de la scène. Mais ça découle justement sur le second point, c'est que Toei Animation, c'est vraiment une ferme. Malgré que l'industrie soit en crise de jeunes talents prometteurs, en crise justement de main d'œuvre, la Toei peut toujours compter sur son incroyable vivier de talent et sa culture interne. Et tout ce vivier de talent est totalement mis à l'honneur dans One Piece depuis quelques années déjà, et cette année 2023 aussi, et ce sera aussi le cas en 2024. On va pas rentrer dans l'extrême détail de tous les animateurs, de tous les noms, peut-être pour une prochaine vidéo, on sait pas. Mais par exemple, Tu Yong-se, je sais pas si je prononce bien son nom, mais il y a une progression absolument phénoménale depuis ces dernières années. Et cette année, on l'a même vu être à la direction d'animation. Akira Ota aussi, quelle progression. Cette année, il a été à l'honneur avec son cut absolument bluffant avec la légende Oira sur le Gear 5, qui brille beaucoup plus depuis la nouvelle direction artistique de l'animé. Mais surtout, celle sur qui on va s'attarder, celle que les fans adorent, la reine Megumi Ishitani. Travaille avec Nagamine depuis Dragon Ball Super. Et depuis, elle a tellement progressé rapidement, elle a tellement de talent, mais elle progresse tellement vite au sein du studio Toei parce qu'il y a tellement une bonne culture interne. Là encore, elle était présente dans le 1072. Dès qu'elle est en charge du storyboard, on voit vraiment toute son inventivité et ça devient vraiment du grand cinéma, quoi. Mais surtout, elle a réalisé cet opening exceptionnel qui est pour moi le meilleur opening de One Piece, il n'y a vraiment pas de débat. Son style est vraiment devenu mature très rapidement et cet opening, c'est vraiment un bijou. Facilement top 3 cette année. L'année dernière, elle avait déjà réalisé l'épisode 1015 qui est déjà un classique de l'animation japonaise. Mais cette année, c'est pas à elle que revient la palme du meilleur épisode parce que ça revient à Koyama qui a réalisé le 1075 qui est un vrai film d'ambiance avec une vraie proposition artistique. J'étais vraiment bluffé. Et Koyama, c'est encore un habitué de Toei, encore un habitué de la série One Piece qui a progressé sur One Piece et qui a gravi les échelons au sein du studio. Et franchement, c'est extrêmement bluffant de voir un studio aussi vieux, aussi gros, aussi important fonctionner aussi bien dans une industrie qui est un petit peu en dysfonctionnement. Et en plus de ça, continuer à être créatif. Et ça, on le doit totalement à la culture interne, à l'héritage du studio. Parce que si on regarde bien, depuis Senseiya à maintenant One Piece, on peut vraiment tisser un lien direct. Je pense que j'en ferai une vidéo beaucoup plus longue dédiée justement à ce studio-là. J'avais déjà fait une vidéo un petit peu sur le sujet, je vous la mets en lien. Mais ça mérite clairement une plus grosse vidéo, quoi. Même si tout n'est pas rose du côté du studio Toei, largement parce que ce vivier de talent a besoin de s'exprimer aussi sur d'autres productions que One Piece. One Piece, ça fait quand même 25 ans, c'est quand même assez long. Et c'est vrai que Toei manque de nouvelles séries, d'un peu de fraîcheur. Et ce sera compliqué de garder un esprit créatif aussi brillant que Megumi Ishitani si tu l'as fait que travailler sur One Piece, je pense. Mais c'est pas parce que Toei est bluffant que tout va bien dans la Japanimation, dans l'industrie. Et Mappa est le nouvel antagoniste. Clairement, Mappa est le nouvel antagoniste. Pourtant, le studio Mappa, il a si bien commencé. À la base, il n'a pas du tout été fondé par des intentions aussi mercantiles. À la base, c'est Mariyama qui quitte le studio Tezuka, puis après le studio Madhouse qu'il fonde, justement parce qu'il s'est senti un petit peu pris au piège et qu'il perdait un peu de créativité. Et du coup, il crée Mappa dans une volonté d'avoir moins de contraintes, d'être beaucoup plus libre. Et les premières prods de Mappa,
C'est vraiment de la créativité avec le grand Shinichiro Watanabe notamment. Mais encore une fois, la réalité de l'industrie japonaise va le rattraper. Il va quitter le studio MAPPA pour fonder après encore un autre studio. Donc l'histoire de ce gars est un petit peu rocambolesque. Mais du coup, il délaisse le studio MAPPA. Et la personne qui reprend le studio MAPPA fait grimper le nombre de productions de 2 à 5, 6 séries par an. Et là, c'est vraiment le début de la fin. Et d'un point de vue extérieur, on pourrait se demander, mais c'est quoi le problème du studio MAPPA? Parce que le studio MAPPA, c'est un studio qui fonctionne très bien. D'un point de vue bilan financier, cette année, les comités de production et même les directeurs du studio s'y retrouvent. Mais les animateurs, les réalisateurs, les directeurs d'animation payent vraiment le prix fort. Et il y a eu beaucoup d'animateurs qui se sont rebellés contre le studio. On a notamment cette image du réalisateur de SNK, cerné jusqu'à la mort, qui n'en peut plus, qui est au bord de la faillite parce qu'il doit travailler sur la fin d'SNK. Donc c'est quoi vraiment le problème du studio MAPPA? Le problème, il part du départ de Maruyama et l'augmentation, la surproduction. 5-6 séries par an, c'est énorme. Et en 2023, ça a été 6 séries produites par MAPPA. Et le problème de MAPPA, c'est que MAPPA a aucune culture interne, a aucun héritage, ne forme absolument pas de talent, est totalement en pénurie et accepte tous les projets avec les conditions absolument horribles des comités de production. On pense notamment à SNK, que MAPPA a repris alors que personne ne voulait les reprendre parce que les conditions étaient absolument horribles. Les plannings étaient beaucoup trop serrés et c'est les animateurs qui prennent, mais le studio a sa renommée. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de tweets, beaucoup d'articles en mode « Oh, c'est l'année de MAPPA », avec Chainsaw Man, avec Jujutsu Kaisen, etc. Mais à quel prix? Et surtout dans l'eau, il sacrifie plein de productions. Et c'est dans ce contexte-là que c'est important de parler du phénomène Jujutsu Kaisen, parce que Jujutsu Kaisen, historiquement, c'est toujours ce qui a sauvé un petit peu MAPPA, notamment la saison 1, quand MAPPA est en train de se faire un petit peu mettre dans la sauce parce que 3D, CGI sur SNK, etc. La saison 1 de Jujutsu Kaisen sauvait un petit peu les meubles, et là, c'est encore la saison 2 de Jujutsu Kaisen qui carry un petit peu MAPPA. Et d'ailleurs, les animateurs, même s'ils se plaignaient, même s'ils avaient des conditions horribles, ils se sont déchirés pour rendre une série totalement regardable, et même beaucoup plus que ça, parce qu'il y a eu vraiment des épisodes bluffants sur Jujutsu Kaisen, et ça leur tenait vraiment à cœur. Mais si je dois faire une petite prédiction par rapport à ça, c'est que le modèle MAPPA va très rapidement devenir obsolète. En fait, le modèle MAPPA, c'est la Japanimation qui se dévore elle-même, qui se bouffe un petit peu de l'intérieur. Et certes, ça marche à court terme. Le studio MAPPA a acquéri une très grande renommée, notamment cette dernière année, avec des productions comme Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man notamment. Mais au bout d'un moment, comment tu t'en sors? Quand même, tes propres artistes se rebellent contre toi, quand tu veux toujours plus produire et sortir des séries, mais qu'il y a toujours moins de main d'œuvre qualifiée. Et ensuite, je dirais que c'est un modèle qui va très rapidement devenir obsolète parce que le public m'a l'air beaucoup plus sensible à ce genre de choses. MAPPA a pris beaucoup de sauce, s'est retrouvé dans beaucoup de scandales, et mine de rien, ça peut largement écorcher l'image d'un studio. Et surtout, comme je disais dans ma grande vidéo sur Spider-Man Across the Spider-Verse, et comme je disais aussi au début de la vidéo, j'ai l'impression que c'est un style beaucoup plus artisanal qui revient à la mode, avec vraiment beaucoup de personnalité, de créativité, ce que ne peut pas apporter MAPPA de par sa cadence infernale. Donc ça va continuer à marcher, ça va continuer à fonctionner. MAPPA va très certainement faire une très bonne année 2024, mais peut-être pas 2025, peut-être pas 2026. Et peut-être que MAPPA est à un scandale près de totalement faire faillite, on verra bien. Mais tout n'est pas noir et gris pour la Japanimation, parce que Scott Pilgrim incarne peut-être le futur. Je voulais faire un point sur Scott Pilgrim parce que Scott Pilgrim, c'est vraiment une production de la Japanimation qui fait vraiment du bien. Et ça a l'air de marcher pour le moment sur Netflix, et ça me fait vraiment plaisir parce que c'est vraiment une production internationale qui pour moi incarne le futur de l'animation, le fameux regain d'Hideaki Anno. Peut-être que des productions comme Scott Pilgrim, aussi internationales, de Science-Saru, qui est le studio le plus international de l'archipel nippon, parce que Scott Pilgrim, c'est un réalisateur européen, espagnol plus précisément, qui adapte une BD canadienne avec des techniques et un style d'animation des années 80 du Japon. Et vraiment dans l'esthétisme dans la série, même dans ce qu'elle raconte, on sent vraiment tout ce côté international. C'est ce genre de production un petit peu comme Space Dandy de Shinichiro Watanabe à l'époque, qui pousse à reconsidérer la définition du mot animé, qui tend à la faire évoluer, à mon avis pour le meilleur. Netflix est en train de devenir un titan de l'animation. Netflix est une des plus belles choses qui soit arrivée à l'animation depuis 10 ans.
Historiquement, Netflix, c'est cette plateforme de distribution qui s'est très rapidement muée en studio de production et qui a donc permis à tout un tas de studios partout dans le monde d'échapper au circuit très très vieillissant mais encore présent de la chaîne de TV quoi. Avec ses pubs, avec ses plages horaires, avec sa censure, etc. Et ça fait des années que Netflix investit massivement dans l'animation en faisant notamment des partenariats avec plein de studios à travers le monde, dont la Japanimation et même des studios d'animation avec des styles d'animation un petit peu moins populaire comme la stop motion par exemple. Cette année, cadre de la Japanimation, on retrouve notre ami Mariyama qui a donc fondé le studio M2 et qui a sorti Pluto, adaptation de Pluto de Naoki Urasawa, qui est déjà dans un format très spécial pour de la Japanimation, des épisodes de 45 minutes et qui a un style d'animation qui s'amuse allègrement entre le style animation 3D et l'animation 2D. Pour son propos, c'est absolument super et sans Netflix, ça aurait été compliqué pour Mariyama justement d'échapper un petit peu à la fatalité quoi. On peut aussi parler de la réceptionniste Pokémon qui est sortie en cette fin d'année, que je vous conseille fortement d'aller voir, du studio Dwarf, que vous connaissez peut-être pour l'ending de Beastars, mais pareil de la stop animation. Au Japon c'est très très rare, et grâce à Netflix et aussi la licence Pokémon, le studio Dwarf a pu produire cette très très belle série, encore une fois dans un format très peu souvent vu. Et de plus en plus Netflix est vraiment à l'initiative de certains super projets d'animation, Castlevania Nocturne par exemple cette année, Hunter Galactic, Hilda les années précédentes. Par exemple, une série comme Arcane découle d'un partenariat de Netflix avec l'école d'animation Les Gobelins en France et le studio Fortiche. Et bien sûr, on peut pas du tout passer à côté de Love, Death and Robot qui depuis 2019 rafle tout sur son passage. Quel ovni Love, Death and Robot. Vraiment une de ces séries qui rend l'animation beaucoup plus mainstream. Love, Death and Robot, c'est 12 Emmy Awards en seulement 3 ans. Avec notamment l'épisode d'Alberto Miego, qui est un artiste tellement inventif, créatif et un peu fou, qu'il a été viré du tout premier Spider-Man Into the Spider-Verse, qui a pu poser son classique, un chef-d'œuvre absolu dans Love, Death and Robot. Et l'année dernière, Netflix a même gagné son premier Oscar avec Pinocchio de Guillermo del Toro. Encore une fois avec une direction artistique inventive, du jamais vu quoi, comme Klaus à l'ancienne, mais Netflix est vraiment versatile. Il y a par exemple eu Léo ou Le Roi Singe qui sont de la 3D on va dire beaucoup plus classiques, qui ont cartonné sur la plateforme. D'ailleurs, Léo, si on fait le parallèle avec Disney, a totalement explosé Wish. Et Netflix en 2023 est encore la plateforme où il y a plus de titres d'animation qui sortent. Et 2024 continuera sur cette lancée. Il y a Love, Death and Robot saison 4 certainement qui va arriver, qu'il faut absolument pas que vous loupiez. Il y a une série en full CGI de Greenman aussi qui va sortir, qui m'intéresse bien. Mais il y a aussi surtout le premier long métrage d'animation de Jin-won, une animatrice coréenne. Ça va être de la SF, j'aime beaucoup la SF. Et ce sera le tout premier long métrage d'animation produit par Netflix en Corée du Sud. La Chine va dévorer le monde de l'animation en 2024. Sur ce point, je vais passer assez vite parce que je prépare une très grosse vidéo sur l'animation chinoise, parce que c'est vraiment le futur. Mais ça fait quelques années maintenant que l'animation chinoise commence à montrer très bien le bout de son nez. Pense à des animés comme Sizer 7, qui a eu cette saison 4 cette année-là, en 2023, qui a un carton sur Netflix, Link Link, qui a été un carton sur Crunchyroll. Cette année, on a eu aussi Le Roi Singe, qui a aussi fait un carton sur Netflix, et plein d'autres animés chinois qui ont eu un petit succès. Et il y a notamment eu quelques scènes fight de La Colline du Brouillard des 5 éléments, qui ont vraiment buzzé sur Twitter et YouTube. Donc les gens connaissent de plus en plus l'animation chinoise, et ce que je veux dire, c'est que l'animation chinoise est très diversifiée. De l'animation 2D pure, avec ce style très encre de Chine, de la 3D style Pixar assez photoréaliste, mais aussi de la 3D stylisée. Et le nombre de productions chinoises qu'on attend pour 2024, c'est un délire. Très prochainement, le 21 février, il y a déjà Le Royaume des Abysses qui sort en salle. Le Royaume des Abysses qui a bluffé absolument tout le monde au Festival d'Annecy, de par son animation et de par sa direction artistique tout simplement bluffante, époustouflante même. Il y a aussi le film co-réalisé par Nicolas Néméry, qui adapte justement sa BD et qui sera présent donc dans Capsule 2, la série anthologique de 13 courts-métrages indépendants chinois, qui est totalement dans l'air de son temps au niveau style d'animation. Et surtout, je pense, la série qui va absolument cartonner, tout rafaler, c'est To Be Hero X sur Crunchyroll. Quand je vois à quel point Link Link a cartonné, et quand je vois cette bande-annonce totalement folle pour To Be Hero X, où plus de 4 studios différents animent dessus, avec des techniques d'animation différentes, avec ce mélange 2D, 3D, 3D stylisé, je pense que ça va être fou. Mais encore pas mal d'autres productions qu'on espère voir dans le monde occidental, parce que ça envoie vraiment du lourd. Ok, alors juste avant de vous donner mon ballon d'or de l'année 2023, la meilleure série animée qu'on ait eue, quelques autres petits points en vrac. Déjà du côté de Disney+, et de Disney, Kizazi Moto Generation, une autre série anthologique sur le thème de l'afrofuturisme
en collaboration avec des studios africains, égyptiens, Afrique du Sud, Ouganda, Rwanda. Et franchement, c'est une super belle initiative, c'était vraiment très cool. Il y a vraiment un sacré niveau. Mon film préféré, moi, c'était sur les hommes poissons. Et c'est assez rare quand même qu'on ait une nouvelle propriété intellectuelle créée par Disney. Donc je vous conseille, si vous n'avez pas du tout entendu parler de ça, parce que malheureusement c'est vraiment passé inaperçu cette histoire, c'est très grave. DreamWorks de retour sur le devant de la scène après leur partenariat sur Netflix. On a le nouveau film de Chris Saunders, le réal de Dragon, The Wild Robots, qui m'intéresse vraiment, et Orion et les Ténèbres qui peut être aussi cool. Mais alors, mon ballon d'or de l'année 2023, c'est pas Unicorn Warriors Eternal de Genndy Tartakovsky, c'est pas Pluto, c'est pas Scott Pilgrim, c'est même pas Scavengers Reign. Non, ce n'est pas toutes ces séries-là, même si j'en pense un très grand bien et je vous encourage fortement à les voir, mais c'est bel et bien Blue Eye Samurai. Les plus attentifs de la chaîne auraient déjà pu le prévoir parce que j'en ai parlé dans un post dans l'onglet communauté, j'en ai fait une petite analyse, mais c'est vraiment pas suffisant, je vais en refaire une très très grande analyse parce qu'il y a tellement à dire. Une coproduction, Netflix Animation, Blue Spirit, qui est un studio français, mais pour moi Blue Eye Samurai c'est ce genre de série d'animation qui font passer l'animation à un cap vraiment supérieur, et en plus de ça, c'est une toute nouvelle propriété intellectuelle. C'est pas une adaptation, c'est pas un remake. Il n'y a pas de comics à la base, il n'y a rien à la base, c'est totalement nouveau, frais. Et ça mérite grandement de votre visionnage et je vous conseille de le visionner parce qu'on va en faire une vidéo sur la chaîne. Le monde de l'animation est un monde vivant, une planète habitée, avec une biodiversité riche, des environnements diversifiés et des systèmes complexes, mais passionnants à analyser. Alors, partout où l'on pose notre regard, on peut s'y perdre et découvrir encore et encore. C'est impossible de ne pas ou de ne plus aimer l'animation. Je vois beaucoup de fans de Japanimation notamment ressentir une certaine lassitude par rapport à l'uniformisation des productions et qui ressentent comme un vide vis-à-vis de l'animation. Comme si l'animation c'était fini pour eux. Mais si les animés, et les animés de saison notamment vous lassent, allez voir du côté de la Chine, de la Corée ou même de notre France. Si Disney vous lasse, allez voir du côté des courts-métrages ou des moyens-métrages indépendants. Regardez tous les films au programme du Festival d'Annecy, regardez les films de fin d'études, regardez des web-séries. Intéressez-vous aux projets de financement participatif. Clin d'œil, clin d'œil. Comme l'a dit le grand Guillermo del Toro, l'animation n'est pas un genre, c'est un médium. Et il y aura toujours ce show, ce film, ce court-métrage, cette web-série pour vous le rappeler. Nous sommes beaucoup à vouloir rester dans notre cocon tout chaud, avec des séries qui visuellement ressemblent à ce qu'on a déjà aimé. Mais je pense qu'il est grand temps de sortir de sa chrysalide et d'aller voler vers de nouveaux horizons. Et c'est ce qu'on va faire sur cette chaîne. Abonnez-vous et à plus dans le bus.